Il existe une magie propre aux rivières franc-comtoises. Dans ces vallées pittoresques naissent des trésors. Le Cusansin est un berceau typique, mais fragile. En effet, notre biodiversité est en danger. Les merveilles de la faune et de la flore disparaissent et la nature meurt. Situé au sud du massif du Laumont, le Cusansin naît à 320 mètres d'altitude, dans le hameau du Val de Cusance, de 2 résurgences karstiques des eaux souterraines infiltrées sur le plateau de Sancey. Les ruisseaux de la Baume et de Voie s'y perdent dans le sous-sol. Les eaux de la source Noire et de la source Bleue se rejoignent pour former le cours principal du Cusansin. En période de forte pluie, un torrent surgit d'une cavité du sol, bien en amont des sources, dans le val encaissé des Alaux. Il vient abonder le débit de la rivière. Son cours, évoluant en méandre, descend la vallée. Il passe dans les villages typiques de Cusance, puis Guyon-les-Bains, où il reçoit le flot d'une résurgence, la Taverotte. À Pont-les-Moulins, confluent également des eaux de la source de la Glaie Noire, puis celle du Cesseran, alimentées par les pertes de l'Eau-2. Dans ce secteur, de nombreux et pittoresques gours, petits barrages constitués de dépôts de calcite, s'étagent dans le lit du Cusansin. Ils y forment une succession de jolis petits plans d'eau et de cascatelles. Le voyage s'achève à Baume-les-Dames, où le Cusansin fusionne avec le Doubs. Si le Cusansin est un trésor, il l'est par la présence de ses nombreuses espèces. Protégé par une forêt de feuillus abondants, le Cusansin regorge d'une vie animale variée. Ses eaux calmes et fraîches, sa flore dense permettent d'accueillir une faune composée de salmonidés, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles, de mammifères et d'insectes. Spécialiste du patinage sur l'eau, le Jeris est communément appelé araignée d'eau. Pourtant, c'est un abus de langage, car il s'agit bien d'un insecte. Il se déplace très vite à la surface de l'eau, jusqu'à 1,5 m par seconde, par à-coup, en n'utilisant que 2 de ses 3 paires de pattes. Les courtes pattes antérieures ne servent qu'à stabiliser le corps et à la prédation. Ce sont les ondes générées par les mouvements sur l'eau qui lui permettent de localiser ses proies. Au printemps ou en tout début d'été, les Jeris se reproduisent. On observe alors souvent
2 individus accrochés l'un à l'autre. Le mâle, confortablement installé sur le dos de la femelle, se laisse porter durant plusieurs jours. La femelle pond ensuite ses œufs sous les feuilles des plantes, sur les pierres ou les végétaux flottants, juste en dessous de la surface de l'eau. Le mâle meurt peu de temps après l'accouplement. Les œufs passeront par le stade de nymphe avant de devenir adultes. Les zygoptères, adaptés à des milieux aussi différents que l'air et l'eau, font partie des plus grands et des plus remarquables insectes de nos régions. Comme beaucoup de rivières, le Cusansin est un milieu idéal pour ces insectes. Les adultes, êtres de lumière, sont de rapides voiliers, attaquant leur proie en vol. Les larves aquatiques, de véritables indicateurs de l'état du milieu, dépendent de la bonne qualité de l'eau. Les zygoptères appartiennent à l'ordre des odonates. Cet ordre se divise en 2 groupes. Celles qui appartiennent au sous-ordre des anisoptères, communément appelées libellules, ont les ailes étalées sur les côtés au repos. Alors que celles du sous-ordre des zygoptères, aussi appelées demoiselles, ont les ailes dressées au-dessus du corps. Les odonates sont incapables de plier leurs ailes, mais peuvent les mouvoir de façon indépendante. Leur vol est extraordinaire de rapidité et de virtuosité. Elles sont capables de planer, d'effectuer un virage sur l'aile, un vol stationnaire, une marche arrière ou une montée verticale pour capturer une proie. Le battement des ailes est relativement lent, environ 30 battements par seconde. Pour exemple, un colibri bat environ 200 fois des ailes par seconde. Cela n'empêche pas certaines espèces d'odonates d'atteindre une vitesse de 70 km/h et de migrer sur des milliers de kilomètres. Dans le monde, on retrouve près de 5900 espèces différentes d'odonates, dont près de 2900 appartiennent au sous-ordre des zygoptères. Durant l'accouplement, les partenaires forment un chœur copulatoire. C'est un comportement unique parmi les insectes. Le mâle fixe les pinces de l'extrémité de son abdomen derrière la tête de la femelle. Ils forment alors un tandem. La femelle recourbe son abdomen pour mettre en contact les organes copulateurs. Il se forme ainsi le chœur, soit en vol, soit posé. Par extrémité de son abdomen, la femelle dépose ses œufs sur des plantes souvent déterminées ou les jette dans l'eau. Chez les zygoptères, les 2 partenaires restent unis en tandem pendant la ponte. Il faudra un minimum de 2 semaines pour que les premières larves naissent à partir des œufs pondus. Cette larve évoluera progressivement vers un être autonome permettant au cycle de la vie de continuer. Très commun en Europe, le véron est un petit poisson implanté du nord de l'Espagne jusqu'à l'Oural. Il est réputé pour être un excellent appât pour la pêche à la truite, au brochet et aux cendres. Le véron fréquente les eaux claires à faible courant. Il occupe des habitats peu profonds avec de nombreux herbiers ou branches et préfère les fonds composés de gravier. Ce petit poisson est grégaire.
c'est-à-dire qu'ils préfèrent la vie en communauté. Des études ont démontré que les bancs sont constitués pour les 3/4 de regroupements familiaux. La vie en communauté facilite la recherche de nourriture et augmente la sécurité. À proximité d'un prédateur, les vairons se regroupent en bancs serrés et dressent leurs nageoires. Ce signal d'alarme informe chacun d'un danger immédiat. Lors d'une attaque, le vairon réagit en sécrétant une substance d'alarme qui avertit ses congénères du danger. Ces cellules sécrétrices de substances d'alarme sont 8 fois plus nombreuses chez la femelle que chez le mâle. Le vairon est vorace. Il consomme aussi bien des végétaux comme les algues que de petits animaux, des larves ou des œufs de poisson, ou encore de petits mollusques et crustacés. Durant l'été, au moment de la reproduction, le vairon migre vers des eaux à fond de gravier où il forme de grands bancs. Les vairons en devenir ont peu de chances d'atteindre la maturité sexuelle, malgré une abondante ponte. Une femelle de 6,5 cm pond plus de 3000 œufs dans la saison de reproduction dans une eau tempérée. J'étais tout jeune, à 14 ans, je venais pêcher au Cusansin. C'était une belle petite rivière, qui était connue de plein de gens, de partout. Hein. Beaucoup de gens venaient pêcher au Cusansin dans le temps. C'était une fête, plutôt. Il y a 50 ans, c'était une fête. On voit l'ouverture de la truite. On retrouvait des gens de Montbéliard, de Besançon, qui étaient un peu de tout partout, qui venaient à l'ouverture de la truite sur le Cusansin. Maintenant, il n'y a pratiquement plus rien. Pour moi, c'est rien du tout, quoi. Il y a 40 ans, 50 ans, c'est tout à fait différent. Il y avait la truite et puis beaucoup d'ombre. Il y avait des bancs d'ombre, c'était beau à voir même. Mais bon, ça a disparu tout ça, hein, pratiquement. Hein. L'ombre, il y en a très très peu. Autrement, les truites noires, la jaune, ça n'existe pratiquement plus, quoi. Il y a 40 ans, 50 ans, c'était tout à fait différent. Les problèmes du Cusansin sont liés à son bassin d'alimentation. C'est un bassin d'alimentation essentiellement calcaire, où les roches sont extrêmement fissurées et constituent une véritable passoire pour les pollutions. Dans les années 50, disons que la pollution était surtout urbaine, des rejets des agglomérations, et avec le développement économique, ces pollutions n'ont fait qu'augmenter. Au sein de notre association, nous nous sommes beaucoup battus pour essayer qu'on mette en place, par exemple, des stations d'épuration là où il n'y en avait pas. Et petit à petit, ça s'est réalisé. Et on aurait pu penser que les choses allaient s'améliorer, sauf que si la population, en général, sur le bassin a diminué dans les villages, par contre, l'agriculture, elle, a augmenté son impact
Ceci est aussi de la faute de l'Europe. À un moment donné, on avait des quotas qui limitaient la production de lait par exploitation. Et en libéralisant tout ça, maintenant, il y a eu un développement très important du nombre de têtes de bétail sur les plateaux et donc forcément des quantités beaucoup plus importantes de lisier. Alors, il faut savoir que pour éliminer les déchets agricoles, notamment les purins, les lisiers, les fumiers, etc., la solution est de les épandre. Alors le problème, c'est que ces engrais, entre guillemets, sont maintenant en surabondance du fait qu'on a multiplié les cheptels et que du fait d'un sous-sol extrêmement perméable, avec des rivières souterraines qui emmènent les eaux d'infiltration vers les sources, comme la source bleue, eh bien, nous avons des conséquences en aval parce qu'il y a beaucoup trop de ces polluants qui ne sont pas fixés par les sols et qui enrichissent les rivières en fertilisants. Et ces fertilisants développent les algues qui envahissent le lit des rivières, qui créent une deuxième pollution, si on veut, en quelque sorte. Et quelque part, ça prend la place des poissons, ça prend la place des insectes, et il y a une réduction de cette faune aquatique. Les villages ont beaucoup pollué. Et puis, en plus, l'agriculture, il ne fallait pas commencer. C'était le moment où il fallait la rentabilité. Il fallait toujours plus. On met des engrais, on met un peu tout ce qu'il ne faut pas. Et voilà, quand le Cusançin est venu polluer, plus les fromageries. Une porcherie au-dessus de l'Aumont, ça n'a pas aidé, ça n'a pas arrangé. Tous ceux qui allaient à la pêche se sont aperçus qu'il y avait une baisse de poissons formidable, quoi. Le Cusançin, il a toutes les algues qu'il y a dedans, que dans le temps, il n'y avait pas. On voyait les cailloux quand même, c'était différent. C'est déplorable de voir où ça en est arrivé, quoi. Quand on a connu l'abondance, si on veut bien dire l'abondance, et puis maintenant c'est le gars qui va à la pêche, c'est par plaisir, mais bon, c'est pas pour prendre du poisson, parce qu'il est sûr de ne pas prendre grand-chose. Les truites sauvages, il y en a quelques-unes, on arrive à en prendre. Mais bon, régulièrement, je les lâche, quoi. J'en ai une belle en plus. Ouh, elle est balèze, hein. Voilà. Hop. On prend des risques, mais voilà. Ouais. Donc c'est des truites qu'on a lâchées hier, mais c'est des truites de la rivière. C'est-à-dire que c'est une pisciculture de la vallée. Ah ben là, tu vois, elle était prise juste à la bouche, là. Il y a 3-4 petites avec. On est tombé vers toi, on aurait eu envie de hop là.
Alors aujourd'hui, on a remis des poissons de taille pour faire l'ouverture, pour satisfaire un peu tous les pêcheurs. Chaque fois que c'est la date d'ouverture, on met du poisson, on remet du poisson pour faciliter la prise de ce poisson-là et pour contenter tous les pêcheurs, les puristes qui pêchent vraiment le poisson autochtone de la rivière et d'autres, et notamment les enfants, pour qu'ils apprennent à pêcher. Il faut quand même qu'un enfant il prenne du poisson, sinon il va se désintéresser de la pêche. Donc aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle un inventaire piscicole. Donc c'est une opération de suivi des populations de poissons du Cusansin. Là, on est sur une station de la partie amont du cours d'eau qui est suivie chaque année, en fait, pour voir un peu les évolutions des peuplements, comment se comportent les espèces dans le milieu. Et on peut regarder dans la remorque. Une truitelle, je suis content, tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant. Ça mouche, tu sais, il y a Truitelle. en sèche. Hein. Voilà. 280, 248. 352, 526, 382, 558. Il y a 9 truitelles pour 42 grammes. Sur une quinzaine d'années, on a ce sentiment d'un peuplement qui reste assez stable dans sa globalité. Alors il y a des fluctuations annuelles, mais on reste dans des variations. Voilà, des années ça baisse, des années ça augmente. Pour certaines espèces, pas pour d'autres. Voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que l'ombre commun en particulier avait subi une très grosse chute d'effectifs il y a maintenant 4 ans. Et on est dans une phase de recolonisation en ce moment, pour cette espèce-là. Maintenant, sur d'autres espèces comme la truite fario, on a des effectifs bas, voire très bas, mais c'est pas nouveau, malheureusement. Il a réussi à faire son peu. Quand on allait faire la drôle. Ici, ce qu'on appelle le potentiel de base, il est toujours présent. Il ne demande qu'à s'exprimer. Pour ça, il faut améliorer la qualité d'eau et la qualité de l'habitat là où il a pu être dégradé. Alors l'habitat, il peut être restauré si on s'en donne les moyens. C'est relativement simple à faire d'un point de vue technique. Hein. Quand un cours d'eau, on l'a transformé en quelque chose de très uniforme, plus de cache pour les poissons, etc. Ça, c'est relativement simple à reconstruire. Encore faut-il s'en donner les moyens et avoir des volontés locales. Pour la qualité de l'eau, c'est un peu plus compliqué. Ça demande une vraie remise en cause de nos pratiques et de notre façon de vivre, en fait, actuellement.
La solution à l'avenir, ça serait de revenir à une agriculture raisonnable. Et surtout, stopper l'augmentation du nombre de têtes de bétail sur nos plateaux. Le rejet dans l'atmosphère d'azote, etc., pose énormément de problèmes aussi par rapport au réchauffement climatique. Alors tout est lié, il faudrait qu'on devienne raisonnable. On ne peut pas mettre plus de têtes de bétail sur un pâturage qui ne peut en contenir. On ne peut pas faire des usines à vaches. C'est un défi et je pense qu'on ne pourra pas le gagner si les agriculteurs ne prennent pas conscience eux-mêmes des problèmes. La solution est en grande partie entre leurs mains et entre les mains des pouvoirs publics. Malgré les efforts de certains, le Cusansin s'est vidé d'une partie de ses espèces. Si la situation n'évolue pas dans les prochaines années, il faudra sans doute un jour rajouter le pêcheur ou même le photographe animalier à la liste des espèces en danger. C'est sans doute les mots de l'écologiste Kenyan Wangari Maathai qui résument le mieux la situation actuelle. Il faut que l'humanité cesse de menacer son système de vie. Nous sommes appelés à aider la Terre à guérir de ses blessures et à guérir les nôtres en cours de route, à prendre en compte toute la création dans sa diversité, sa beauté et ses merveilles.